Bonjour à tous. Je vous propose de commencer tranquillement. Donc juste avant de commencer l'intervention, peut-être qu'on peut se présenter. Donc David Grez, associé au sein du cabinet Foresights. Donc j'accompagne nos clients sur ces thématiques épargne dont on va parler aujourd'hui. Et bonjour à tous, moi je suis Thibaut Baron, directeur de l'actuariat chez Spirica, qui est une petite entité innovante du groupe Crédit Agricole Assurance. Donc ce qu'on vous propose comme plan, c'est d'avoir un petit panel du marché de l'assurance vie épargne. Alors même si j'imagine que la plupart d'entre vous le connaissent par cœur. Ensuite, pourquoi innover dans cet environnement ? Comment innover, donc avec le retour d'expérience de lancement de produits dans le contexte de taux bas qu'on connaît aujourd'hui, et ensuite d'avoir un petit panel des principaux enseignements de cet atelier. Donc pour débuter très rapidement dans le cadre, donc quelques éléments que j'imagine la plupart d'entre vous connaissent plutôt bien. Donc l'assurance vie épargne, c'est aujourd'hui 40% de l'épargne financière des ménages. Ça représente plus de 1750 milliards d'euros. Donc on voit le risque systémique déjà, la cannibalisation de l'assurance vie épargne sur les ménages, avec une épargne, un fonds euro roi entre guillemets, qui représente à peu près 75% à 80% de cet encours, donc à peu près 1300 milliards. Et à côté des fonds en unité de compte pour à peu près 20-25% aujourd'hui. Et ces engagements assurantiels, ils sont investis majoritairement dans des obligations, que ce soit des obligations souveraines ou des obligations corporate. Donc si je continue le panel, le fonds en euros, il a connu un succès fort depuis plus de 30 ans grâce à une baisse continuelle des taux. Donc la baisse continuelle des taux dans le mécanisme d'assurance vie, les obligations elles sont investies dans le passé et ça permet via une comptabilité lissée et un coût historique de tout le temps avoir une performance supérieure au rendement spot, donc au rendement notamment de l'OAT. Donc en fait, depuis 30 ans, le rendement des supports en euros, il a surperformé le rendement instantané du marché. En revanche, il ne fait que baisser. Donc ça repose sur un triptyque, sécurité, rendement, liquidité. Donc le fonds en euros, c'est un fonds qui est pour la plupart garanti avec un engagement à zéro net de frais de gestion. C'est un fonds qu'on peut racheter à chaque instant et c'est un fonds, on le voit ici, qui a permis un rendement depuis plus de 30 ans, qui a surperformé les rendements instantanés. Donc en fait, c'est une sorte d'extraterrestre pour les financiers, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui donne du rendement sans risque à côté. Ce qu'on nous enseigne dans la théorie financière, c'est tout le temps l'inverse. Donc en fait, ce support en euros, c'est un extraterrestre depuis plus de 30 ans. Néanmoins, ce qui a fait la force du support en euros donc ces 30 dernières années, la baisse des taux, on rentre dans un environnement de taux aujourd'hui où les taux sont bas et même négatif. Donc depuis plus de 2 ans et demi à peu près, on oscille entre plus 0,2% et moins 0,4% au plus bas. Ce qui fait que cet engagement à chaque instant et à zéro devient très contraint. Donc on le voit sur cette partie. Donc pourquoi innover ? Je passe directement à cette notion de pourquoi. Donc là, on le voit, ce qu'on a représenté, c'est exactement le même graphique, c'est les taux 10 ans depuis 2006. Au-dessus, on a représenté une moyenne mobile qui pourrait représenter à peu près un proxy, un estimateur d'un portefeuille d'actifs d'un assureur. Donc ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, ce rendement moyen dans cet estimateur, on est à peu près à 1%. Mais ce que ça dit aussi, c'est que si on prolonge et qu'on cristallise les taux,
dans 4 ans, en fait, cette moyenne mobile, elle est à 0. Donc en fait, c'est quelque chose. Les taux bas, on commence à les voir dans les résultats instantanés des assureurs, on les voit sur les rendements assurés, mais on voit aussi qu'on ne peut pas continuer comme ça et que ce rendement à 0, cet engagement cliqué à 0, ne peut pas être maintenu. Ensuite, si on introduit maintenant une vision économique et une vision prospective, puisque c'est quand même le thème de cette journée. Donc via les modèles et via les valorisations qu'on peut faire, notamment dans l'environnement Solvabilité 2, qui vient encore plus contraindre cet environnement. Donc on voit que si on maintient des taux très très bas, ça grève la capacité de prélever ses marges et de faire face à ses frais. Et donc on est dans une vision où projeté dans le temps, le support en euros tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec un engagement de frais de gestion, il est mort-né. Il est plutôt mort-mort, quoi. Donc ce qu'on a représenté dans ce graphique-là, en abscisse, c'est un besoin en capital. Donc on a calculé avec des métriques solvabilité 2, donc c'est le SCR moins les marges futures qui sont dans le produit. Et en ordonnée, ce sont les marges futures prospectives en intégrant cette vision de scénarios économiques extrêmes, donc avec des scénarios stochastiques où il y a certains tirages, où on a des scénarios très très extrêmes et où on n'est plus en capacité de prélever ces marges. Donc là, c'est ce qu'on a représenté en rouge, c'est l'euro dans sa version d'aujourd'hui en base 1. On a positionné l'unité de compte qui est un produit qui est autofinancé, où au final les marges prospectives sont supérieures au SCR, donc à la vision solvabilité 2. Et en fait, quand ensuite on place l'euro du futur en prenant l'hypothèse qu'il n'a plus de richesse latente, donc c'est quelque part en cristallisant les taux dans leur vision actuelle, on a un produit qui a un besoin en capital 2 fois plus élevé et avec des marges négatives. Donc en fait, ce produit-là, il ne permet plus à l'assureur de faire des marges, il nécessite un besoin en capital qui est énorme. Face à ça, on a une performance client qui est très très faible, puisqu'en fait, on est à 0 et avec les contraintes de solvabilité 2, on ne peut pas investir dans des actifs risqués à cause de ce besoin en capital qui est très important. Et ensuite, on est très vulnérable en cas de remontée des taux. Donc ce qu'on voit ici, ce qu'on matérialise ici, c'est cette nécessité à pouvoir proposer et à trouver des alternatives au support en euros dans sa vision actuelle. Alors ce qu'on a représenté ici, c'est une répartition des taux de couverture d'un panel d'assureurs vie. Donc ce sont des informations publiques issues des SFCR. Donc en abscisse, on a des fourchettes de taux de couverture et en ordonnée le nombre d'entités qui est concerné par cette fourchette. Donc dans le graphique du haut, on a des taux de couverture sans intégration de la mesure de PPB. Donc vous savez que en 2019, la CPR a permis de reconnaître la PPE comme des fonds propres en vision solvabilité 2. Et donc c'est la vision du dessous où on voit la même chose, mais il y a une translation vers la droite puisqu'on intègre la provision pour participation aux excédents dans les fonds propres admissibles en représentation de l'exigence en capital. Donc par exemple, ce qu'on voit ici, c'est si on prend le graphique du haut, il y a 5 entités qui ont leur taux de couverture entre 160 et 180%. Donc ça, c'était sur les arrêtés de compte 31/12/2019. Si on regarde exactement la même chose avec le même panel sur la vision 31/12/2020, où les taux étaient nettement plus bas, donc on avait perdu 0,30% à peu près, donc on était à moins 0,30 sur un taux 10 ans, on voit un déplacement vers la gauche et donc on voit cette volatilité, cette fragilité des taux de couverture. Alors à l'intérieur, il y a des entités qui distribuent des dividendes, qui repartent au groupe, etc. Mais on voit quand même la volatilité des taux de couverture et le côté assez artificiel de cette mesure de PPE, puisqu'on n'est pas sur de l'économique. Donc en bas, on voit qu'on a des taux de couverture qui sont soutenus nettement par cet effet de PPB. Donc tout ça pour dire que
on le voyait sur le graphique précédent, et c'est aussi matérialisé dans les différents rapports de solvabilité émis par les assureurs, par les assureurs vie aujourd'hui, et donc cette nécessité d'innover. Ce qu'on a mis ici, je le passe rapidement, c'est quelques mises en garde de la CPR, depuis 4-5 ans. On a des mises en garde récurrentes de la CPR, des incitations fortes, tout d'abord à baisser les taux, et maintenant on est même sur des incitations à renoncer, entre guillemets, donc on le voit ici, aux produits en euros et lui proposer des alternatives. Donc en fait, il y a déjà des assureurs qui ont commencé à initier le virage, donc avec un certain nombre de tabous entre guillemets psychologiques qui ont sauté, notamment cette garantie cliquet, la garantie à chaque instant, et donc c'est ce qu'on vous a mis sur la droite de cette page. Et donc tout d'abord les assureurs ont commencé avec des mesures de diminution des flux entrants sur l'euro, d'incitation ou de fléchage de l'encours vers les unités de compte. Et donc nous, ce dont nous allons vous parler aujourd'hui, c'est plutôt la troisième partie, avec cette conception et cette proposition d'offres alternatives dans l'environnement de taux bas d'aujourd'hui. Alors, chez Spirica, on partage justement tous ces constats. Donc, avec ce contexte de taux bas, voire négatif, le commercialiser du fonds euro comme avant, c'est plus possible. Et pourtant, chez Spirica, on a quand même 40% d'unités de compte, grâce à notre offre UC immobilière, hein, notamment, et private equity. Mais voilà, malgré ça, l'euro, ça nous grève nos marges, parce qu'il y a une NBV négative, un coût en capital trop important. Alors, notre réaction, ça a été, en 2020, de couper à la commercialisation tous nos anciens fonds euros. Donc ça permet déjà de préserver leur rendement. Cela, il n'y a pas de dilution avec les nouvelles obligations à taux très bas. Et on a créé 2 nouveaux fonds qui génèrent plus de rendement en contrepartie d'une garantie en capital réduite. Donc un fonds euro qu'on appelle fonds euro nouvelle génération. Donc son capital peut baisser de 2% chaque année. Donc la garantie, elle est à 100% et les frais sont à 2%. Donc la garantie peut baisser de 2% chaque année. Et un fonds croissance, il n'y a pas le label euro croissance, puisque le capital est garanti à 80% au bout de 8 ans seulement. Alors, pour les fonds euro nouvelle génération, on était déjà passé depuis 2016 sur des fonds avec une garantie du capital avant prise en compte des frais. Mais sauf que les frais qu'on prenait, c'était 70 centimes. Donc on avait une garantie annuelle du capital à 99,3 après prise en compte des frais, et une allocation cible d'actifs assez classique, hein, 15% d'actifs de diversification. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on a ce fonds euro nouvelle génération, où en contrepartie de frais plus élevés, 2%, on peut proposer une allocation beaucoup plus risquée, et donc un rendement plus élevé en moyenne. On a toujours un effet cliquet et cette contrainte de 25% minimum du C. On reviendra un peu plus dans le détail dessus, bien sûr. On a développé aussi un fonds croissance. Alors, on n'avait pas travaillé sur les anciens fonds croissance, donc avant la loi Pacte, puisque le mélange de la provision de diversification et la provision mathématique était trop compliqué. Ça nous obligeait à faire de la gestion à coussin, et c'est pas du tout ce qu'on veut faire nous chez Spirica. Nous, on a sauté sur l'occasion de la loi Pacte pour faire un fonds croissance investi à quasi 100% sur des actifs risqués pour pouvoir avoir du rendement. Et avec une garantie du coup à 80% à 8 ans. Donc ça, c'est les différents fonctionnements de recroissance. Hein. À l'actif, on a tout qui est comptabilisé en valeur de marché. Et au passif, c'est vraiment comme une unité de compte gérée par l'assureur. Hein. On a quasi une valeur liquidative de PCVM, avec 2 provisions, la PCDD, une sorte de PPB pour le fonds croissance,
et une PGT, provision pour garantie à terme, au cas où la différence entre la valeur actuelle des garanties et la somme de la PD et de la PCDD est négative. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que cette garantie à terme, donc le fait d'avoir fait sauter la garantie à tout moment, ça nous permet d'investir sur des classes d'actifs plus rémunératrices, comme l'immobilier, le private equity, les actions, sans passer par une gestion à coussin. Et donc on est parti sur du 80% à 8 ans. Historiquement, hein, on a pu montrer que la garantie à 80% à 8 ans avec une telle allocation, elle tenait presque toute seule. Ensuite, on rajoute bien sûr tout un programme de dotation à la PCDD qui nous permet justement de lisser un peu les rendements et de faire face à un risque extrême qui pourrait arriver. Et voilà ce que ça donne en termes d'allocation. On a 25 à 30% de private equity avec notre partenaire Ardian, une poche immobilier, notre SC Tangram, une poche action, donc à chaque fois 25 à 30%, et le reste, un peu d'obligations et de liquidités. Donc voilà, un fonds à 80% risqué. Donc vous supportez le risque les 8 premières années. C'est comme si vous avez un OPCVM, vous pouvez acheter, vendre en fonction de la valeur liquidative, mais en revanche, à 8 ans, vous êtes sûr d'avoir cette garantie de 80% des montants versés. Alors, au niveau, on va faire un petit retour d'expérience sur le lancement de ces produits. Donc je vous en ai parlé, donc sur les fonds euros. On avait déjà des anciens produits qu'on avait lancés en 2008-2009 avec une garantie du capital après prélèvement des frais. Les marges étaient d'environ 30 centimes, donc ça c'est chargement moins commission, et on prenait 5% de marge financière. Dès 2016, on s'est rendu compte que ça tenait pas bien avec la baisse des taux, donc on a pareil coupé la commercialisation de ces produits et lancé des nouveaux, ce qu'on appelle nos V2. Maintenant le capital est garanti avant prélèvement des frais, les frais sont à 70 centimes, donc ce qui peut faire baisser la PM. Les marges sont inchangées et la marge financière en revanche a été rehaussée à 10 centimes, 10% des produits financiers. Pardon. Et le fonds NG, donc on a lancé en 2020, donc pareil, on coupe à la commercialisation les V2 et maintenant la garantie est 98% après les frais. On en a profité pour baisser les commissions, ce qui augmente nos marges de 20 centimes. Et en contrepartie, on prélève toujours 10% de marge financière, mais on en rétrocède la moitié à nos apporteurs. Donc on leur a fait réduire leur commission fixe en contrepartie d'une commission potentiellement plus élevée en cas où la marge financière augmente. Alors, comment ça se passe ? Donc, on avait, par rapport aux anciens fonds, où on prélevait 70 centimes, là on en prélève 2. Et ça se décompose comment ? En fait, il y a les 70 centimes comme avant, plus 1,30 qui sont des frais supplémentaires qu'on va indirectement rajouter dans la PB, et ça permet d'éponger de la production financière négative. Et en contrepartie de ça, on va pouvoir mettre une allocation cible plus risquée. On verra des chiffres juste après. Voilà, donc là par exemple on peut faire des petits tests chiffrés. Donc par exemple si les produits financiers sont à 2%, l'APB brute du fonds Euro Nouvelle Génération, elle est à 3,10, alors qu'elle aurait été à 1,80 avec les anciens fonds. Au final, les chargements sont de 2 ou de 0,7, ça donne exactement la même chose en PB net assuré, au delta près de la PB minimale, mais qui est accessoire ici. Si les produits financiers sont à 0, là pareil, ça nous donne la même chose, moins 70 centimes. En revanche, si les produits financiers sont à moins 2, moi je suis engagé sur ma PB brute. Je peux donner 0, pas moins. En revanche, je prélève 2% contre 70 centimes, ce qui me fait baisser ma PM. Alors, là, on a des exemples en stochastique. C'est issu d'un modèle, d'un prototype. C'est pas les modèles utilisés en production, mais ça donne des ordres de grandeur. Donc, avec nos anciens fonds qui avaient déjà une garantie à 99,3, on a
Le résultat assureur qui se présente comme ça, c'est la courbe bleue, la valeur déterministe en fonction des taux. Donc là, on a mis le delta par rapport au taux actuel. On s'est placé dans un monde où les taux sont beaucoup plus élevés. Le rendement des obligations est à 2,50, donc c'était il y a longtemps. Donc le payoff de l'assureur, c'est la courbe bleue. On gagne pas beaucoup si tout va bien. En revanche, on perd beaucoup si tout va mal. C'est l'asymétrie du compte de résultat de l'assureur. En stochastique, quand on price le coût des options et garanties cachées, on est plutôt sur la courbe orange. Et donc la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la TIVOG, prix des options et garanties cachées. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur le graphique à côté. Donc là, dans une situation où tout allait bien, on avait une valeur des marges dans un scénario déterministe assez élevé, une TIVOG relativement faible, on va dire, et une VIF, au final, élevée. Ce qui s'est passé, c'est que les taux ont baissé. Donc, hop, on se rapproche de la monnaie. Si on a une vision optionnelle de la chose, on se rapproche du strike, là, du point de cassure. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Mes coûts des options et garanties cachées explosent, ce qui me fait une VIF, donc des marges futures très négatives. Donc c'est là où on dit non, on ne peut plus commercialiser du fonds en euros comme ça, ça bouffe de la valeur ça bouffe la valeur de notre portefeuille. Donc ce qu'on a fait chez Spirica, c'est qu'on a réagi et on a décalé le strike avec des chargements à 2%. Donc il n'y a pas de... Ici, la PAB net calculée en monde réel, elle ne bouge pas. En revanche, dans nos modèles, on décale le strike. Et donc on voit qu'on rétablit une TIVOG beaucoup plus faible, avec une VIF positive. La PAB, là vous voyez, elle n'est pas très élevée, et donc du coup, on en profite pour augmenter l'allocation de diversification, là qui passe de 15 à 30%, ce qui fait baisser la valeur stochastique, donc augmenter la TIVOG, mais ça nous laisse quand même une VIF positive. Et ça nous fait bien augmenter notre PAB net par rapport aux chiffres qu'on avait précédemment. Alors, donc comme je disais, le fonds ONG, ça crée de la valeur, là où avant on en perdait. Donc là, on a repris les marges sur le même graphique, donc avec l'euro du passé, l'euro actuel, avec une garantie brute et des chargements à 0,7. En dessous a été rajouté le besoin en capital. Donc là, un besoin en capital très élevé. Le fait d'augmenter les chargements à 2% et donc de réduire la garantie permet de faire repasser la VIF en territoire positif en faisant baisser le SCR. Et ça nous donne un budget qu'on peut réallouer aux actifs de diversification pour que nos assurés puissent avoir un rendement supérieur. Et voilà, donc ça fait baisser la VIF et un peu augmenter le SCR. David, je ne sais pas si tu voulais... Non, tout le jeu, il est dans le relâchement des contraintes, puisqu'en fait, c'est un cercle un peu vertueux. C'est le relâchement des contraintes pour pouvoir d'avoir un besoin en capital moins important, une VIF qui repasse positif et donc sous contrainte solvabilité 2, pouvoir investir plus massivement dans des actifs diversifiés et donc in fine avoir une espérance de rendement plus importante pour l'assuré. Donc c'est ce relâchement des contraintes qui permet ensuite de permettre d'avoir une espérance de rendement plus importante. Alors, et donc ça c'est les marges projetées en rajoutant l'euro croissance. Donc avec la garantie à 80% avec 30% d'actions ou garantie à 80% avec 55% d'actions. Ça fait des marges supérieures à celles de l'euro, ce qui se rapproche plus de l'UC, mais en revanche ça a quand même la volatilité de l'euro. Parce qu'en fait ici, en plus d'avoir cette garantie brute, on a aussi une absence de contrainte de cheminement dans le temps puisque la garantie elle est uniquement au terme. Et donc elle est au terme de 8 ans avec un engagement qui est partiel qui est de 80%. Mais si l'assuré rachète avant son échéance, en fait ça c'est comme une unité de compte finalement où en fait il va avoir la valeur de rachat au moment de l'instant où il rachète.
qui fait qu'on a des marges futures plus importantes et un besoin en capital qui est moins important que sur les produits qu'on a vus précédemment, puisque justement, en fait, ce que montrait Thibaut avec ce coût des options cachées est beaucoup moins fort sur l'euro-croissance, puisqu'on a encore plus relâché les contraintes par rapport aux garanties précédentes. Et donc, on voit qu'ici, cette euro-croissance avec une garantie 80%, on peut monter jusqu'à 50% d'actions, ce qui est finalement ce que fait Spirica dans son fonds, voire plus, puisqu'ils ont 75% d'actifs diversifiés. Alors, d'un point de vue mise en œuvre opérationnelle, chez Spirica, on a monté une task force de 3 mois entre janvier et mars 2020, donc juste avant le premier confinement. On s'était confiné avant, actuariat, contrôle de gestion, juridique, marketing et informatique. On était enfermés dans la même salle pendant 3 jours par semaine. Le but étant que tout le monde interagisse, et même si une des équipes ne travaillait pas sur le sujet le jour J, il y avait quand même quelqu'un de l'équipe dans la salle à côté pour pouvoir entendre ce qui se passait et s'il y avait des choses qui pouvaient potentiellement la concerner. Ça a permis d'avancer vraiment très très rapidement, et donc voilà, en 3 mois on a pu tracer toutes les grandes lignes des 2 produits qu'on voulait développer, et ensuite ils ont été lancés en septembre 2020. Donc ensuite il y a eu 6 mois de développement. On en a profité pour faire une refonte totale de nos conditions générales, et il y avait des développements informatiques importants. Donc sur le fonds NG, c'était surtout sur le modèle de projection S2, le modèle ALM, et sur croissance ALT, là pour le coup c'était plus le système d'information où il fallait coder la garantie à terme, quoi. Quelque chose qu'on ne savait pas faire jusque-là. Le fonds NG, il n'y avait pas de problème parce qu'on a juste passé les taux de 70 centimes à 2%. Au niveau du déploiement marketing, alors sur le fonds Euro Nouvelle Génération, il y a une très bonne réception de nos partenaires. Ils continuent à travailler avec nous et ils en sont très contents. Et même on a des nouveaux partenaires qui viennent nous voir pour notre fonds NG, parce qu'ils nous disent vous êtes les premiers à avoir fait ça, on veut travailler avec vous, et donc là on est en train de signer plein de nouveaux partenariats, donc ce qui permet d'accompagner de faire grossir Spirica. Pour croissance ALT, c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça pâtit du terme croissance ou eurocroissance. On a une collecte qui se tient, mais c'est plus mitigé que pour le fonds EuroNG. On pourrait voir aussi comment un peu plus ouvrir les vannes dessus, puisque pour l'instant il est dans la contrainte des 25% du C. Donc peut-être qu'on pourrait la faire sauter pour le fonds croissance ALT. On a aussi essayé de faire un appel d'offres pour réassurer croissance ALT, au lieu de doter de la PCDD et puiser dans la PCDD pour sauver une génération qui en a besoin. On a essayé de voir si on ne pouvait pas réassurer ce risque extrême. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'appétit des réassureurs pour ce risque. Mais bon, j'en profite pour relancer un appel. Si jamais il y a des réassureurs dans la salle qui sont intéressés par ça, on cherche toujours. Donc si on récapitule les principaux enseignements que nous on tire de cet atelier, et après on laissera place aux questions. Donc l'assurance vie épargne doit s'adapter, il faut agir, et c'est un sujet au cœur de la préoccupation de l'ensemble des acteurs du marché, et le constat est aujourd'hui partagé par tous. Il y a déjà quelques acteurs qui ont enclenché un virage en brisant ce tabou entre guillemets d'engagement net, et en allant même plus loin, et en fait innover et proposer des choses différenciantes. C'est possible. Néanmoins, le triptyque sécurité, rendement, liquidité tel qu'on le connaissait avant,
il peut plus exister dans ce contexte de taux. Et donc en fait, il y a un des pieds qu'il faut faire sauter à chaque fois dans la conception des produits pour avoir un produit équilibré avec un besoin en capital pour les assureurs équilibré, et donc avoir une convergence d'intérêts entre assureurs, assurés et les partenaires. Donc c'est ce changement de logiciel entre guillemets en cassant ce triptyque pour permettre d'avoir un repositionnement des supports dans la chaîne de valeur. Et donc ce qui est intéressant aussi dans le retour, c'est cette mise en place opérationnelle et cette task force et cette nécessité d'intégrer l'ensemble des parties prenantes au projet, puisque c'est vrai que là on est entre actuaires, mais quand on va développer un nouveau produit, il y a tous les aspects juridiques, il y a tous les aspects IT, les aspects marketing, et donc ce retour avec cette task force de tous dans la même salle, je la trouve particulièrement intéressante. Donc c'est possible, oui, mais il faut changer le logiciel et oublier le fonds en euros tel qu'il était dans sa vision du passé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors je vais me déplacer parce que... Merci, oui. Guillaume Rosenval, MACSF. Donc, moi, je suis pleinement convaincu, je partage totalement l'analyse et complètement convaincu que c'est une excellente idée de toucher à la marge de la garantie, hein, sans retirer l'effet cliquet, ça a été souligné. Vous avez pris la seule solution qui aujourd'hui est faisable avec des frais, parce que pour le moment la formule de participation au bénéfice minimal ne prévoit pas de produit financier négatif, et du coup vous avez pris la seule solution. La chose que j'ai du mal à comprendre, c'est comment ça se comporte dans le modèle S2. Enfin, est-ce que vous n'êtes pas rattrapé par les 90% de marge technique, en fait, et du coup dans le modèle S2 j'ai du mal à comprendre que ça apporte tant que ça dans le modèle S2 si vous ne le mettez que sur les... est-ce que vous l'avez mis que sur les scénarios adverses, ou est-ce que vous l'avez mis sur tous les scénarios, en fait, pour que ça rapporte autant, quoi, en fait? Non, on l'a mis sur tous les scénarios. Le fait, en fait, si on ne restituait pas les frais à 1,30, effectivement, on serait rattrapé par la contrainte de PB minimale. Mais là, le fait de les restituer, ça permet de satisfaire cette contrainte-là. Donc, en fait, ce qu'on voit vraiment, c'est en gros, ce qu'il y a dans le modèle, hein, c'est que la PM baisse de 2%, et en revanche, après, on remet la PB brute, qui est plus ou moins élevée en fonction des scénarios, et cette PB brute, elle peut être à 0. Donc dans les scénarios extrêmes, ça baisse. Merci. Merci beaucoup. Comment ça se comporte après 8 ans? C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, là, vous avez une garantie en capital à 8 ans à 80%. Au-delà de 8 ans, est-ce que vous reprenez un niveau de cliquet, déduction faite des 2% que vous continuez à prélever? Enfin, comment ça se passe après 8 ans, en fait? Parce que souvent, les contrats d'assurance vie durent plus longtemps. Oui. Pour croissance ALT, on n'a pas voulu s'embêter. Au bout de 8 ans, ça fait un arbitrage sur un fonds monétaire. Donc après, au choix de l'assuré de remettre sur un autre fonds croissance si besoin, s'il veut. Et pour le premier, pour le premier, après 8 ans, ça continue. Hein, il n'y a pas de terme, donc ça peut baisser de 2% tous les ans. C'est-à-dire que la garantie à 80%, elle devient 78 et ainsi de suite. C'est 98, 96, etc. Avec les intérêts composés, quoi. D'accord, donc ça. En fait, la garantie à 80%, elle n'est pas acquise pendant 20 ans, quoi. Donc c'est pour le fonds euro, donc c'est -2 tous les ans.
Donc là, ça peut baisser, ça peut se composer et arriver jusqu'à 50% au lieu de quelques années. En revanche, croissance ALT, là c'est 80% à 8 ans. Et après, arbitrage sur le monétaire, et là on fait ce qu'on veut. D'accord. Donc pour un contrat très vieux, par exemple, s'il y a une chute brutale de la bourse, vous pouvez retrouver à 50% de la valeur initiale au cas où. Alors non. Enfin, supposons qu'un contrat à 25 ans. Sur quel support du coup? Le premier, le fonds en euros. Sur le fonds en euros nouvelle génération, oui, ça peut baisser. Et on le met vraiment dans les conditions générales, dans les valeurs de rachat. Ça peut baisser vraiment de 2% tous les ans. Mais bon, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. J'imagine bien. Mais... Et il faut y aller pour perdre 2% tous les ans pendant 50 ans, enfin pas 25 ans, mettons. Il faut y aller. Merci. Merci. Ma question concerne plutôt l'actif. Comment on amorce la pompe? Parce que finalement, vous êtes sur des supports qui sont quand même relativement risqués. Donc potentiellement, il y a une courbe en J. Et les clients ne le comprennent pas forcément. Donc comment vous réussissez à avoir un taux servi intéressant dans les premières années, puisqu'il faut amorcer le truc? On est à plus que 30%. Pour les premières années, on est à beaucoup plus que 30%. Et potentiellement, on financera si besoin. Ok, merci. Une question plutôt ouverte par rapport au positionnement du produit dans le contexte de taux bas actuel. Finalement, l'engouement qu'on peut avoir pour ce type de produit part du postulat que les taux sont négatifs, voire très faibles et durablement installés. Au vu de ce qu'on a pu entendre ce matin par l'économiste, stratégiquement pour les assureurs vie, le lancement de ce type de produit peut-il faire flop si dans quelques années ça remonte? Et est-ce que du coup stratégiquement, je pense que si vous l'avez fait c'est que vous y croyez, ça peut tenir durablement dans le temps? Donc c'est une question ouverte, mais au vu de ce qu'on a entendu ce matin, l'asymétrie des politiques monétaires, peut-être que ça va amener des taux qui vont remonter et le retour de ce qu'on a pu vivre dans le passé. J'y vais. Là, ce fonds-là, fonds Euro Nouvelle Génération, ça nous permet de nous protéger contre la baisse. En revanche, si ça monte, on est comme avant. On est comme avant, c'est comme les anciens fonds, tout se passe très bien. On est ravis si ça monte. Et en plus, c'est un fonds jeune, donc on peut là, pour le coup, profiter de toutes les nouvelles obligations avec des taux plus élevés. Et l'idée, elle est aussi en comparatif avec le fonds en euros aujourd'hui. Au final, le fonds en euros aujourd'hui, il est aussi très exposé à une hausse des taux, puisque s'il y a une hausse des taux massive, on va avoir des moins-values sur les obligations, un risque de rachat potentiellement des assurés pour aller sur d'autres supports. Donc l'optique, elle est aussi la comparabilité et par rapport au fonds en euros aujourd'hui, et quelles sont les pistes pour sortir de ce fonds en euros que les taux restent bas, ou s'il y a une hausse violente des taux, le fonds en euros serait aussi exposé que le fonds qu'on a vu aujourd'hui en fait. Bonjour, merci. Une question, vous mentionnez le fameux triptyque, du coup, sécurité, rentabilité et liquidité. Est-ce que vous avez étudié la piste de la liquidité? Et potentiellement, sinon, pourquoi? Oui, on l'a étudié.
c'est pas. Et donc effectivement, on investit notamment sur du private equity, on le fait, mais c'est moins direct. Ça se voit, notamment, ça se voit moins en S2. C'est pas un risque S2, la liquidité. Alors, on est d'accord, on fait pas que de l'optimisation d'S2, mais ouais, c'est pris en compte. On travaillait déjà sur la liquidité, le fait d'investir sur des actifs liquides. Donc c'est pas vraiment une nouveauté là pour le coup, et ça a moins d'impact, je pense, que ce qu'on a fait là. Bonjour. Si jamais il y a une très forte remontée des taux et que Spirica saute sur le fonds euro, et si moi je suis assuré sur le fonds nouvelle génération, est-ce que mon actif est préservé ou je suis un créancier qui va faire? Alors vous inquiétez pas, il y a le groupe Crédit Agricole Assurance derrière. Non mais d'accord, ça c'est une réponse de bon. C'est encore pire si je peux m'exprimer ainsi. Non, enfin, au pire vous perdez 2% et après ça rentre dans les faillites d'entreprises classiques, quoi. Enfin, vous n'avez pas. Enfin, c'est comme si une autre boîte sautait, quoi. Vous perdez 2% sur cette année-là. Non, moi je pensais qu'en France, lorsqu'on l'assurait, en fait, il y avait une créance sur l'assureur. Si l'assureur saute, quelle que soit la diversification de ses contrats, même si ING marche très bien, mais que le fonds euro de base ou les anciens contrats sautent à cause des remontées de taux, que vous étiez en fait pas plus protégé. Enfin, j'en sais rien, c'est pour ça que je pose la question. Je suis pas un spécialiste de la faillite des entreprises d'assurance, mais je sais pas si c'était une. Excusez-moi. Je sais pas non plus. Normalement, voilà, à part ces 2% qui potentiellement peuvent vous être prélevés, je vois pas quelle peut être la différence par rapport à une autre société d'assurance. Merci. Est-ce que le fonds de participation aux bénéfices est mutualisé entre vos différentes générations de fonds euros? Et quel est le degré de mutualisation en termes de PB entre les différentes générations? Alors, sur le fonds, le fonds NG, c'est un fonds analytique, mais c'est pas un fonds réglementaire. Donc, il pourrait profiter de la PPB des autres fonds, mais on se l'interdit. Parce que justement on ne veut pas pénaliser les autres fonds. D'accord. Ok. Et en termes S2 également, ou bien en termes... J'imagine ça c'est pénalisant de cantonner le nouveau fonds euro. C'est pas pénalisant. Enfin non, on a quand même un gain. Hein. On a un gain, bien sûr. Ouais, on le voit pas là parce que ici là c'était du standalone, donc c'était juste le fonds euro nouvelle génération tout seul. Mais non, le fait de le mettre dans le modèle, et là on est déjà à 3 ou 4% de l'encours euro sur le fonds NG, on voit déjà un gain. Ok, merci. Et inversement, est-ce que les autres fonds pourraient profiter de la Inversement, oui. Alors, pour l'instant, oui. Pour l'instant, il n'y en a pas du fait de lié à ce fonds-là, mais oui. Oui, la PPB, elle est vraiment sur les cantons réglementaires. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des gates sur le contrat, des blocages de rachat, que ce soit sur les contrats NG, etc., comme les autres ou pas? Pas plus que sur les autres, non. Pas plus que sur les autres. On n'a pas de pénalité de rachat. Là où on en avait sur certains autres contrats. Mais là, pas de pénalité de rachat. J'avais une question sur les modalités de prélèvement des frais, parce que donc, si je comprends bien, vous passez finalement par les frais, enfin par les chargements, pour absorber des pertes plutôt d'origine financière. Mais qu'est-ce qui permet à l'assuré finalement
d'être certain que vous prélèverez toujours 0,7% de frais au sens frais techniques, ou est-ce qu'il y a un risque finalement pour l'assurer que les frais dévient et que vous préleviez de manière systématique, par exemple, 1 ou 3% au fur et à mesure? C'est la contrainte de PB minimale réglementaire, justement. Pardon, je veux dire par là, si les frais augmentent réellement, en fait, ou alors est-ce que vous avez prévu dans vos contrats, par exemple, le fait que vous engagiez sur le montant de frais de gestion à 0,7? Non, dans le contrat, il y a 2%. 2% de frais. On prélève réellement 2% de frais. En revanche, il y a ce coussin qui permet d'absorber de la production financière négative. Mais qui peut aussi permettre d'absorber une hausse des frais, du coup. Enfin, symétriquement, a priori, si les frais réels que vous supportez augmentent, ça peut aussi permettre de l'absorber. Enfin, dans la limite de la PBMI, encore une fois, oui, on bien sûr. On peut pas spolier les assurés. non, mais je me posais la question effectivement en termes de la manière dont aussi les assurés peuvent comprendre le produit. C'est vrai que si c'est pas la même chose de leur expliquer qu'on leur prélève 0,7 mais qu'ensuite ils récupéreront 1,3 tant que tout se passe bien ou pas. Mais, okay. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci.